Bonjour à tous. Dans cette 30e vidéo, je vais vous parler de la pensée importante de Nikola Tesla, le magicien. Nikola Tesla est un inventeur et ingénieur serbe, pionnier pour le développement du courant électrique alternatif, son transport et sa distribution. Le développement progressif de l'humanité dépend largement de ses inventions qui sont les produits par excellence de son esprit créateur. Son but ultime est la maîtrise totale du monde matériel, l'exploitation des forces de la nature pour les besoins de l'homme. C'est en cela que réside la tâche difficile de l'inventeur, qui est souvent incompris et mal récompensé. Toutefois, il trouve d'ample compensation dans le plaisir d'exercer ses pouvoirs et dans le fait de savoir qu'il appartient à une classe exceptionnellement privilégiée, sans laquelle la race aurait péri depuis longtemps dans une lutte pénible contre les éléments impitoyables. Pour ma part, j'ai déjà pu jouir plus que je ne le demandais de ce plaisir exquis, tant et si bien que pendant plusieurs années, je vécus de manière quasi permanente dans l'extase. J'ai la réputation d'être un travailleur acharné. Cela peut être juste à condition que l'activité mentale soit synonyme de travail, car c'est à elle que j'ai pratiquement consacré toutes mes heures de veille. Par contre, si on définit le travail comme étant une performance définie, à réaliser en un temps donné et selon des règles strictes, alors je dois être le pire des paresseux. Chaque effort entrepris sous la contrainte demande le sacrifice d'un peu d'énergie vitale. Je n'ai jamais payé ce prix-là. Au contraire, je me suis toujours épanoui dans mes pensées. Nos premières tentatives sont purement instinctives. Elles nous sont suggérées par une imagination vive et indisciplinée. À mesure que nous grandissons, la raison s'impose et nous devenons de plus en plus ordonnés et méthodiques. Toutefois, ces impulsions de la prime enfance, bien que n'ayant aucune productivité immédiate, sont de la plus haute importance et peuvent modeler notre destin. En effet, je pense aujourd'hui que si je les avais comprises et entretenues au lieu de chercher à m'en défaire, mon legs à l'humanité en aurait été considérablement enrichi, car c'est seulement lorsque j'atteignis l'âge adulte que je pris conscience d'être un inventeur. La science n'est qu'une perversion si son but n'est pas d'améliorer les conditions de l'humanité. Si nous voulons éliminer la misère et la pauvreté, l'électricité est notre rempart, la source principale de nos énergies versatiles. Avec suffisamment d'énergie électrique à notre disposition, nous pouvons satisfaire la plupart de nos besoins et garantir une existence confortable et sûre à tout le monde. Ils me traitèrent de fou en 1896, Tesla avait 40 ans, lorsque j'annonçai la découverte des rayons cosmiques. Ils n'eurent de cesse de se moquer de moi, puis, des années après, ils purent vérifier que j'avais raison. À présent, je présume que l'histoire se répétera quand j'affirmerai avoir découvert une source d'énergie jusqu'ici inconnue, une énergie sans limite et qu'il est possible de canaliser. J'ai commencé à travailler pour endiguer l'énergie des rayons cosmiques et je peux à présent affirmer avec certitude être parvenu à faire fonctionner un appareil motorisé qui marche par leur intermédiaire.
Je peux vous dire que, généralement parlant, les rayons cosmiques ionisent l'air en libérant de nombreuses particules libres comme les ions et les électrons. Ces charges sont emmagasinées dans un condensateur qui fait office de système d'échappement pour le circuit du moteur. J'espérais construire mon moteur à grande échelle, mais les circonstances n'ont malheureusement pas été favorables. Je tiens là un simple tube de verre où a été fait le vide. Je le tiens dans la main, tandis que mon corps touche un câble qui achemine du courant alternatif de haute fréquence et à haute tension. Le tube qui se trouve dans ma main commence alors à briller intensément. Alors que je réalisais des expériences au Colorado, avec un système de transmission sans fil, j'obtins la preuve expérimentale de vie sur Mars. J'avais perfectionné un récepteur sans fil d'une sensibilité extraordinaire, de bien loin supérieure à ce qui était connu, et je reçus des signaux que j'interprétais comme 1, 2, 3, 4. Je crois que les Martiens ont utilisé des nombres pour la communication parce que les nombres sont universels. Dès que le projet, l'allumage de toutes les lumières de la foire de Paris à l'aide de ce nouveau transmetteur de résonance sera réalisé, il sera possible pour un homme d'affaires à New York de dicter ses instructions et de les voir instantanément apparaître sous forme de papier dans son bureau à Londres ou ailleurs. Il sera capable, depuis son bureau, de téléphoner à n'importe qui sur Terre sans devoir effectuer aucun changement dans l'équipement existant. Un instrument à bas coût, pas plus grand qu'une montre, permettra à quiconque le porte d'entendre des informations partout, aussi bien en mer que sur terre, des musiques ou des chansons, le discours d'un chef politique, les orientations d'un éminent homme de science ou le sermon d'un prêcheur éloquent, diffusé n'importe où, ailleurs, à n'importe quelle distance. En utilisant le même système, n'importe quelle photographie, caractère typographique ou impression pourra être transférée d'un endroit à l'autre. Des millions d'instruments pourront être reliés à une seule centrale de ce type. Plus importante encore que la communication de l'information, la transmission d'énergie sans fil, à grande échelle, convaincra quiconque des énormes potentialités de son utilisation. Cela suffira à démontrer que l'art sans fil offre des possibilités bien supérieures à n'importe quelle autre invention ou découverte jamais effectuée auparavant, et si les conditions sont favorables, on peut même s'attendre à ce qu'au cours des prochaines années, des merveilles émergent des applications de cette technologie. Dès 1888, Tesla avait 32 ans, il était devenu évident à mes yeux que la transmission d'énergie sans fil, si elle devait jamais voir le jour, n'était pas une invention, mais un art nécessitant de nombreuses inventions liées entre elles. L'éclairage de l'océan n'est que l'un des résultats les moins importants que l'on puisse obtenir avec cette invention, envoi d'énergie électrique à très haute fréquence et tension pour allumer l'atmosphère. J'ai déjà planifié donc des détails d'une centrale de transmission qui pourrait être érigée dans les Açores et qui suffirait amplement à éclairer tout l'océan afin que des désastres comme celui du Titanic ne se reproduisent plus. La lumière sera douce et d'intensité très faible, mais assez bien adaptée au but recherché. La machine volante du futur, ma machine volante, sera plus lourde que l'air, mais ne sera pas un aéroplane. Elle n'aura pas d'ailes. À la différence d'un avion, elle sera solide et stable,
Si vous la voyiez stationnée sur le sol, vous ne penseriez jamais qu'il s'agit d'une machine volante. Elle sera capable de bouger à volonté dans les airs, dans toutes les directions et en toute sécurité, à des vitesses jamais atteintes par des avions auparavant, indépendamment des conditions atmosphériques et des trous d'air ou des courants descendants. Elle sera même capable de remonter ces courants. Elle peut devenir tout à fait stationnaire dans les airs, même en présence d'un vent fort. Ce n'est pas encore le moment d'entrer dans les détails. Je veux seulement vous dire qu'elle se base sur un principe qui signifie de grandes choses pour la paix, mais aussi qu'elle peut être utilisée pour de grandes choses qui ont à voir avec la guerre. Mais, je le répète, ce n'est pas le moment de parler de certaines choses. La théorie de la relativité est en réalité bien plus vieille que ses actuels tenants. Elle fut proposée il y a 200 ans par mon illustre compatriote Roger Joseph Boscovic, prêtre italien, jésuite, mathématicien, physicien, astronome, diplomate, poète, philosophe, qui était, entre autres, un grand philosophe, auteur d'un millier d'ouvrages sur les sujets les plus divers. Parmi ces sujets, Boscovic s'occupa de la relativité, y compris du continuum spatio-temporel. Je suis convaincu que l'espace ne peut être courbé pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas de propriété. Nous ne pouvons parler de propriété que lorsque nous nous référons à la matière qui remplit l'espace. Dire qu'en présence de grands corps, l'espace devient courbe revient à dire que quelque chose agit sur le vide. Je refuse de croire à cette théorie. La présumée courbure de l'espace est tout à fait impossible. Et même si elle existait, elle n'expliquerait pas le mouvement des corps comme nous les observons. Seule l'existence d'un champ de force peut l'expliquer et sa présence dispense la courbure spatiale d'exister. Toute la littérature scientifique sur ce sujet est futile et destinée à l'oubli. C'est une architecture mathématique magnifique et fascinante qui fausse le jugement des gens sur les erreurs qui sont à la base de cette théorie. Cette dernière est comme un mendiant vêtu de pourpre que des ignorants considèrent comme un roi. Ses tenants sont des hommes brillants, mais il s'agit plutôt de métaphysiciens que de scientifiques. La boule de feu, créée artificiellement à l'aide de mon transmetteur, me donnait l'impression d'être un modèle très agrandi du petit électron, l'une des briques qui constituent la matière, qui agit comme si c'était une région sphérique d'espace dans laquelle une certaine quantité d'énergie est comme cristallisée pour donner une structure. J'ai la nette sensation que s'il était possible de découvrir la façon dont une telle quantité d'énergie peut être encapsulée dans la structure de ces boules de feu, si semblables à une bulle, on pourrait déceler un indice vital sur la structure même de l'électron et d'autres particules fondamentales de la matière. Cette méthode de stockage de l'énergie pourrait être appliquée selon une infinité de modes. On peut tout à fait transmettre de l'énergie sans fil et produire des effets de destruction à distance. J'ai déjà construit un transmetteur sans fil qui rend cette opération possible et j'en ai décrit les détails dans certaines de mes récentes publications techniques et dans l'un de mes plus récents brevets. Mon appareil projette des particules qui peuvent être relativement grandes ou de taille microscopique. Ce système permet de concentrer ces particules dans une zone très petite
et de les envoyer à une distance considérable avec une énergie des milliards de fois plus puissante que celle obtenue avec n'importe quel autre appareil existant aujourd'hui. Ainsi, des milliards de chevaux-vapeur peuvent être transmis sous la forme d'un faisceau plus mince qu'un cheveu auquel rien ne peut résister. Le développement progressif de l'homme dépend des inventions. Elles sont le résultat le plus important des facultés créatives du cerveau humain. Le but de ces facultés est la domination complète de l'esprit sur le monde matériel, la réalisation de la possibilité de canaliser les forces de la nature afin de satisfaire les exigences humaines. Le don du pouvoir de l'esprit provient de Dieu, être divin, et si nous concentrons nos esprits sur cette vérité, nous nous accordons avec cette grande puissance. Je ne pense pas que le cœur humain puisse éprouver une excitation comparable à celle qu'éprouve un inventeur lorsqu'une création de son cerveau se transforme en un succès. Ces émotions font oublier la nourriture, le sommeil, les amis, l'amour, tout. Je crois que rien n'est plus important que la communication interplanétaire. Cela arrivera sûrement un jour et la certitude qu'il existe d'autres êtres humains dans l'univers, des êtres qui travaillent, souffrent et luttent exactement comme nous, produira un effet magique sur l'humanité et jettera les bases d'une fraternité universelle qui durera aussi longtemps que l'humanité. J'ai consacré une bonne partie de mon temps à perfectionner un nouvel appareil, petit et compact, grâce auquel il est possible d'émettre une quantité considérable d'énergie à travers l'espace interstellaire à n'importe quelle distance sans la moindre dispersion. Je songe à présenter une description détaillée de ce dispositif avec tous les calculs et les données correspondants à l'Institut de France et de demander le prix Pierre Guzman de 100 000 francs qui, j'en suis certain, me sera décerné afin de financer l'outil qui nous permettra de communiquer avec d'autres mondes. L'argent, naturellement, n'est pas une finalité en soi. Pour le grand honneur historique d'être le premier à produire ce miracle, je serais d'ailleurs presque prêt à payer de ma vie. Mais comme tout génie dont la pensée lumineuse est intense, il y a aussi une part d'ombre dont la noirceur est également très intense. L'eugénisme, l'amélioration des humains par la génétique, sera en 2010 une pratique tout à fait courante. Autrefois, les lois qui régissaient la survie du plus adapté faisaient brusquement disparaître les déformations les moins attirantes. Le sens du péché, nouvellement apparu, commença à interagir avec les actions impitoyables de la nature. Résultat, nous sommes toujours en vie et nous continuons à nourrir les mauvais éléments. La seule méthode compatible avec nos notions de civilisation est d'empêcher la survie des gens inaptes en utilisant la pratique de la stérilisation. Plusieurs pays européens et un certain nombre d'États américains stérilisent le criminel et le fou. Cela ne suffit pas. La tendance parmi les eugénistes est de rendre le mariage plus difficile. Il faudrait interdire d'avoir des descendants à quiconque n'est pas un géniteur souhaitable. Il existe 3 façons d'augmenter l'énergie qui déterminent le progrès de l'humanité. Nous pouvons commencer par augmenter la masse.
Ce serait, dans le cas du genre humain, les conditions de vie, la santé, le génisme, etc. Ensuite, nous pouvons réduire les forces de frottement qui empêchent le progrès, telles que l'ignorance, la folie et le fanatisme religieux. Enfin, nous pouvons multiplier l'énergie de la masse humaine en domptant les forces de l'univers comme celles du soleil, de l'océan, des vents et des marées. La première méthode, augmentation de la masse, augmente la quantité de nourriture et le bien-être. La seconde, les forces de frottement, conduit à la paix. La troisième méthode, les forces de l'univers, accroît notre capacité de travailler et d'atteindre des résultats. Il ne peut exister de progrès qui ne soit constamment dirigé vers un accroissement du bien-être, de la paix et des accomplissements. La conception mécaniste de la vie est l'un des enseignements de Bouddha et du sermon sur la montagne de Jésus. Tout atome pondérable est différencié par un fluide faible qui remplit tout l'espace d'un simple mouvement rotatoire, exactement comme un tourbillon d'eau dans un lac calme. Après que ce fluide, l'éther, a été mis en mouvement, il se transforme en matière grossière. Dès que son mouvement cesse, la substance primaire retourne à son état normal. Il se peut que l'homme, s'il parvenait à dompter d'une façon ou d'une autre ce fluide, puisse déclencher ou interrompre ces vortex d'éther afin de créer alternativement la formation et la disparition de la matière. Il suffirait donc d'un ordre de sa part, sans quasiment exercer le moindre effort, pour que de vieux mondes disparaissent et que de nouveaux apparaissent. L'homme pourrait ainsi modifier les dimensions de cette planète, contrôler ses saisons, ajuster sa distance au Soleil, la conduire dans son éternel voyage le long d'une orbite qu'il aurait lui-même choisie à travers les profondeurs de l'univers. Il pourrait entrechoquer les planètes et créer ses soleils et ses étoiles, sa chaleur et sa lumière. Il pourrait donner origine à la vie sous d'infinies formes, donner naissance à la matière et décréter sa mort serait le plus grand des actes humains, ce qui donnerait à l'homme une connaissance approfondie de la création physique. Tout cela lui permettrait d'accomplir son destin ultime. Répétons-le, dans tout génie dont la pensée lumineuse est intense, il y a aussi une part d'ombre dont la noirceur est également très intense. Ce fut le cas de Nikola Tesla. Sur ma chaîne, en cliquant sur mes livres, à droite dans la bannière, vous découvrirez d'autres sujets d'enseignement, de réflexion scientifique, philosophique et spirituelle. Vous pouvez aller aussi sur À propos et tout en bas, cliquez sur Mes livres. Et je reste très fidèle à mes 3 S. S pour science, S pour sagesse et S pour spiritualité. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge S'abonner. Je vous remercie de votre attention.